Merci d'être venu à cette table ronde intitulée Art de la rue, pratique d'infiltration urbaine, qui fait partie de la série Nos conférences midi, donc organisée par l'École supérieure de théâtre. Donc cette table ronde, je dois dire, m'a été inspirée par la présence à Montréal de Floriane Gabert, spécialiste des arts de la rue en France. Et après avoir communiqué avec elle, on se disait pourquoi pas organiser plutôt une table ronde, ouvrir la discussion en invitant des praticiens d'ici d'ailleurs dont le travail au sein d'une compagnie s'inscrit un peu dans ce qu'on nomme les arts de la rue. Donc ce sera l'occasion de se demander, doit-on encore parler des arts de la rue, comment nommer qu'est-ce qui recouvre cette dénomination aujourd'hui, quelle pratique, quelle forme de pratique, et avec une ouverture sur les pratiques d'infiltration urbaine qui cette fois m'a été inspirée par Patrice Loubier, qui est professeur ici à l'UQAM en histoire de l'art, et donc comment croiser les regards autour de pratiques qui ont en commun de se situer à l'extérieur des lieux ou des bâtiments du moins institutionnels, donc à l'extérieur des théâtres, voire en marge, à l'extérieur des galeries d'art. Donc il me semblait intéressant aussi de réfléchir sur cet art qui se déroule dans l'espace public, de réfléchir aux formes déambulatoires, in situ, différentes formes d'intervention, de performance, de réfléchir à leurs enjeux, d'entendre justement des praticiens qui pratiquent cet art dans l'espace public et également, c'est ça, d'avoir cette ouverture sur les arts plastiques. Mais comment ça commença, les arts de la rue, dans les années 70, en Europe, on va dire, et en France plus particulièrement? Il y avait, certains d'entre vous que je connais, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter ces derniers jours, vont réentendre ce que j'ai déjà dit, je m'en excuse d'avance. Mais en tout cas, il y avait un festival qui s'appelait le Festival de Nancy, qui était un festival à l'origine universitaire, de théâtre universitaire, dans la ville de Nancy, dans l'est de la France, et qui avait été lancé par Jack Lang, que certains d'entre vous connaissent peut-être, puisqu'il est devenu plus tard un fameux ministre de la Culture en France, qui avait cette particularité d'inviter, donc ce festival invitait des gens comme le Braden Puppet, dont on a parlé tout de suite, comme El Campesinos. C'était donc des artistes qui venaient d'outre-Atlantique et qui avaient des pratiques dans les espaces publics. Le Braden Puppet avec ses fameuses grandes figures, grandes têtes, les Campesinos ou le San Francisco Mime Troupe avec un côté plus engagé, on va dire, plus dans l'action sociale, en tout cas de revendication. Et dans les années 70, vous n'êtes pas sans savoir que partout dans le monde, et en particulier à Paris, il y a eu mai 68, avec les pavés qui volaient partout, donc une revendication à la fois des ouvriers et des étudiants pour changer le monde, changer la société. Et donc on a voulu aussi changer le théâtre et la pratique artistique. Donc on a souhaité changer les lieux où ces pratiques-là se présentaient. Donc certains jeunes artistes ont souhaité sortir des théâtres, sortir des galeries, sortir des musées. Et donc, fort de ce qu'ils avaient vu, certains d'entre eux auparavant à Nancy, ils ont commencé à développer des formes qui se rapprochaient à ce qu'ils avaient vu, qui se rapportaient un peu à ce qu'ils avaient vu. Alors moi, je vois trois lignées dans ces années 70. Une inspiration qui serait plutôt du côté militant. Alors on peut remonter à la guide propre des années 20-30, le côté vraiment engagé, on va jouer à la sortie des usines, ce qui est le cas en 68, hein. On va dans les manifestations, on a vraiment un discours politique et presque on martèle des slogans, on utilise pour ça des formes populaires d'expression, donc le clown, la marionnette, le masque, des formes de farce qui sont, entre guillemets, accessibles à tous. Donc on utilise ces formes-là, mais là éventuellement il y a aussi le théâtre de l'opprimé, théâtre invisible, théâtre forum, théâtre action, qu'on va beaucoup utiliser, donc je te laisserai présenter ça. Donc ça c'est une première forme d'inspiration pour ces artistes qui sortent des espaces conventionnels et qui vont vers le public, là où ils se trouvent, le public ou plutôt le non-public, comme on l'a appelé en France, puisque en fait tout ça c'est aussi la résultante d'un constat d'échec de la politique culturelle qui est menée depuis les années 50 par le ministère des Affaires culturelles d'André Malraux. Alors, bonjour.
Mise au jeu se définit comme une équipe d'intervention théâtrale participative qui existe depuis bientôt 20 ans, en juin prochain. Comme on a mentionné dans la présentation, on s'est inspiré au départ en fait des techniques du théâtre de l'opprimé, stigué par Auguste Boal, mais très vite ou avec le temps, en fait, on a réfléchi comme équipe, comme artiste, comme artisan. On a réfléchi comment on pouvait davantage donner le pouvoir aux spectateurs de transformer l'œuvre théâtrale ou transformer le jeu ou de s'impliquer dans le jeu. Et on s'est rendu compte, on était un petit peu... bien sûr, vous connaissez un peu le Théâtre Forum, comment ça fonctionne. Est-ce que tout le monde est assez familier avec le Théâtre Forum, où on met en scène des impasses qui sont non résolues, qui illustrent une réalité quelconque, qui peut être présentée par des non-acteurs ou des acteurs professionnels ou les deux. Et puis, on invite le public à se questionner, à s'exprimer sur la validité de cette histoire-là, savoir si ça ressemble aux réalités qu'ils connaissent. Et ensuite, voir s'il y aurait des changements à apporter. Et on ouvre un forum où on invite des membres de l'auditoire, dont des spectateurs, à venir sur scène exprimer leur piste de solution pour résoudre l'impasse qui est mise en scène. Mais ce qui se passe avec le temps, bien sûr, on continue de faire ça dans les écoles parce que ça marche très bien, notamment sur des dimensions psychosociales, avec différents publics marginalisés qui ont des revendications ou qui ont des paroles à porter différentes pour faire valoir leur point de vue, notamment le partage de l'espace public et tout ça. Mais on est toujours dans le problème où c'est un individu qui vient de la salle et qui monte sur scène puis qui apporte une solution plus ou moins individuelle, qui communique un peu plus habilement et puis qui finalement sort un peu son épingle du jeu. Mais en fait, nos bureaux de mise au jeu ont toujours été dans le centre-ville et on a été confrontés à toutes les réalités de la marginalité d'un centre-ville, notamment quand on était sur la rue Clark, tout près d'ici, près d'Ontario, à côté d'une maison de chambre qui était assez passoire et beaucoup d'activités illicites, travail du sexe et tout ça, et notamment nos artistes féminins, nos femmes du groupe qui venaient, étaient confrontées à continuellement de la sollicitation pour aller en venant au bureau et tout ça, à nos espaces. Donc, et on a commencé à réfléchir, on s'est donné un espace de réflexion pour dire comment on peut aller plus loin, comment on peut aborder des enjeux d'espace public autrement qu'une assemblée de citoyens qui vient avec ses battes de baseball pour parler de son ras-le-bol de la prostitution dans un quartier. Alors, ce sujet-là, j'aimerais partager peut-être une première expérience qui s'est intitulée « Je ne sais pas si vous êtes comme moi », donc qui est un déambulatoire théâtral qui a émergé de cette réflexion-là qu'on portait, où les spectateurs sont non pas dans un théâtre évidemment, mais sont dans la rue. Et le théâtre, je l'ai apporté ici moi-même. Donc, le théâtre se résume à cette pochette ici. Alors, chaque spectateur est invité à porter cette pochette dans laquelle il y avait ce magnifique baladeur. Ok, merci pour l'invitation à l'UQAM. Je vais parler un peu de deux projets de la compagnie Great Small Works, qui a été fondée en 1995. On est vraiment des enfants de Bread and Puppet, en fait. Mais on a écouté déjà, il y avait des moments très importants pour Bread and Puppet dans les années 60 en France et surtout à Nancy. C'était un festival mythologique dans ma compagnie et pour nous. Mais Great Small Works, c'est en fait la troisième génération des musiciens qui ont travaillé avec Bread and Puppet, mais dans les années 90, on déménageait à New York. Alors, c'est un peu... on a fondé la compagnie pour travailler un peu avec les techniques de Bread and Puppet et d'autres compagnies aussi, comme compagnie expérimentale avec qui j'ai travaillé, qui s'appelle Marble Minds, qui travaille beaucoup avec le son, avec les micros, avec la technologie, des choses que Bread and Puppet ne touche pas. Alors c'est un mélange urbain. On était dans la ville et on a essayé d'utiliser ces techniques et on continue utiliser ces techniques pour un milieu urbain de New York. Alors on travaille, le nom Great Small Works
dérive de l'idée qu'on travaille sur multiples des échelles, les spectacles très grands dans la rue, par exemple, ou avec des communautés, et aussi sur une échelle miniature. Alors, on fait des spectacles sur la table, théâtre d'objets, tabletop theater, et on organise des festivals chaque 2 années de petits théâtres à Brooklyn. Alors, c'est une autre histoire, mais aujourd'hui, je vais parler, comme j'ai dit, de projets dans la rue. Merci Marie-Christine. Oui. Merci de l'invitation. En effet, je le savais déjà, mais je le constate de nouveau en ayant écouté mes collègues. Il y a beaucoup d'affinités entre théâtre, art de rue, art visuel, performance. Notamment, il y a cet espace commun, l'espace public, la rue, la ville, qui est partagé en tant que tel, qui est un lieu où artistes, gens de théâtre, artistes de la rue, quelle que soit la dénomination qu'on leur attribue, tous ces gens-là travaillent avec cet espace-là. Dans les arts visuels contemporains, il y a beaucoup de pratiques qui travaillent dans l'espace public. Il y a des pratiques plus ostensibles, plus collectives, par exemple des parades, ou encore vraiment des trucs très importants, très visibles. Mais il y a aussi, et c'est là-dessus que je vais mettre davantage d'accent, il y a aussi des pratiques dites d'infiltration. Donc là où le mode d'action, le mode de présence de l'artiste ou encore de l'objet de son intervention qu'il réalise dans l'espace public est différent. Donc, je vais tout de suite peut-être, avant de présenter en rafale rapidement quelques exemples, je vais tout de suite peut-être énoncer quelques pistes de différence pour essayer, en tout cas dans les arts visuels contemporains, pour essayer de poser cette modalité d'action plus furtive, donc on peut associer à l'infiltration en tant que telle. D'abord, ce sont des pratiques, des œuvres, des signes, des manifestations qui sont souvent plus discrètes. Donc, ces artistes sortent du musée, sortent de la galerie, et les œuvres qu'ils réalisent ne sont pas, en tant que telles, reconnaissables ou aisément identifiables comme œuvres d'art. Donc, ce sont des artistes qui jouent de l'incognito. J'emploie le terme de jouer à dessein parce qu'il y a très souvent une dimension ludique dans ces pratiques-là. Il peut y avoir une dimension politique, il y a parfois une dimension d'engagement, mais il y a aussi au niveau de la production, de la réalisation, il y a très fréquemment le plaisir ludique qui est pris par le producteur, par l'artiste, qui peut aussi être vécu par le spectateur.